Bonjour professeur Ninon, Bonjour. merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de partager avec la communauté Even vos conseils pour vivre mieux et plus longtemps et bien évidemment en excellente santé. Vous êtes professeur à l'université de Montpellier. Vous êtes chercheur à l'Institut du cancer de Montpellier. Vous êtes président de la Non-Pharmacological Intervention Society. On verra ce que ça veut dire. Vous co-dirigez l'Institut Debray d'épidémiologie et de santé publique de Montpellier. Et depuis 30 ans, vous vous consacrez à l'évaluation des médecines douces. Vous avez écrit un formidable livre pour lequel on se voit aujourd'hui, ça c'est le sujet de notre conversation, qui s'appelle Sans médecine douce, validée par la science, quand vous êtes scientifique. J'insiste bien sur le chiffre 100. C'est passionnant parce qu'on va découvrir avec vous et on va surtout parler de quelques-unes de ces médecines douces qui nous permettront d'augmenter l'espérance de vie en excellente santé, on l'espère. Alors, pour vous donner l'idée à la communauté Even des médecines douces dont on va parler, alors on va parler de comment on peut prévenir ou soulager les maladies cardiovasculaires, dont l'hypertension. On va parler des maladies métaboliques, comment les éviter, comment on peut les soigner également, comment on peut soigner le diabète de type 2. On va parler des troubles de sommeil, de la fragilité chez les plus de 60 ans, de l'arthrose et bien d'autres maladies qu'on peut soigner avec les médecines douces. D'ailleurs, on va comprendre que les médecines douces, c'est un monde, on va évoluer et voilà, aller vers d'autres mots dont on va parler tout à l'heure. Et je rappelle à toute la communauté Even, s'il vous plaît, si vous trouvez ces conseils intéressants et ces informations intéressantes, abonnez-vous à la chaîne, partagez, commentez, on va vous apporter des réponses pour vivre plus longtemps en meilleure santé possible. Professeur Ninon, j'aimerais comprendre comment et pourquoi vous êtes devenu un chercheur passionné par les médecines douces. Alors la raison essentielle, c'est qu'on a commencé à faire de la recherche sur des personnes qui avaient des maladies respiratoires. Et on s'est rendu compte, contrairement à ce qu'on pouvait penser il y a 30 ans, que ces maladies respiratoires sur lesquelles on interdisait aux patients qui étaient atteints de ces maladies de bouger, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire des programmes d'activité physique avec des doses particulières et des fréquences particulières et qui allaient améliorer leur essoufflement. Et on s'est rendu compte par ces recherches, notamment des recherches cliniques, qu'on allait améliorer non seulement leur qualité de vie, mais aussi leur autonomie. Et on a ensuite montré que ces études cliniques démontraient l'efficacité et des impacts à la fois économiques, donc moins d'hospitalisation en particulier, et une amélioration de leur durée de vie. Et donc ce domaine, qui était un domaine finalement assez contre-intuitif, a conduit à ce que beaucoup de personnes ont des besoins particuliers, et donc des programmes d'activité physique que j'ai pu étudier. On a étudié après les psychothérapies, des programmes de nutrition, des programmes liés au numérique et ainsi de suite. Et donc voilà, ça m'a passionné totalement pendant une trentaine d'années. Je continue à œuvrer à ce que d'autres recherches fassent pour mieux vieillir, vieillir en bonne santé. Alors, pourquoi vous dites que c'était contre-intuitif? Ce qui est assez étonnant, c'est que pour des maladies respiratoires, comme la maladie s'appelle la BPCO, l'exercice provoque l'essoufflement. Et donc les médecins pensaient qu'il ne fallait surtout pas faire d'exercice car on allait provoquer de l'essoufflement. Et on s'est rendu compte simplement par un travail que ce n'était pas n'importe quel exercice qui provoquait de l'essoufflement. Et si on en faisait à faibles doses de façon progressive, et notamment une activité d'endurance, on allait améliorer le souffle paradoxalement. Donc il a fallu convaincre par des recherches cliniques démontrant tout simplement que des pratiques à de bonnes doses pour des personnes spécifiques avaient des effets tout à fait significatifs. Justement, est-ce que vous pourriez nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire les médecines douces? Alors pourquoi médecine douce? Tout simplement parce que c'est le langage qui est employé dans les médias et que l'ensemble des personnes qui s'intéressent en fait à sa santé a en permanence des rubriques à la fois à la télévision et à la fois dans les médias, médecine douce, mais ce mot il est bien plus compliqué qu'on veut bien le dire. Qu'est-ce que ça veut dire les médecines douces?
Et c'est là le sujet et tout l'objet de ce livre, hein, c'est que l'idée concrètement, c'est qu'il y a dans ce mot médecine douce à la fois des interventions non médicamenteuses qui ont été validées par la science, qui ont été étayées par la science, sur lesquelles il y a vraiment des données consolidées, des données probantes, et vous avez de l'autre côté des pratiques qui sont parfois charlatanesques et parfois véritablement des méthodes qui n'ont jamais été éprouvées. Et tout l'enjeu, c'est de faire un trait tout simplement entre des choses qui sont très très bien consolidées, qu'on appelle des interventions non médicamenteuses et qui ont une robustesse pour mieux vieillir, et des pratiques sur lesquelles finalement elles sont assez culturelles et que chacun a le droit de les utiliser, mais à ses risques et périls. Alors, très vite, dans le livre, vous utilisez le terme INM. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi vous l'introduisez dès le départ dans le livre, ce terme INM? Le mot INM est le mot qui a été introduit par la Haute Autorité de Santé française en 2011. Elle a dit les pratiques qui sont fondées sur la science de santé, en prévention ou en soins, doivent s'appeler des interventions non médicamenteuses et doivent être différenciées de différentes pratiques non conventionnelles de soins. Et les chercheurs ont l'habitude d'appeler ce mot, ou d'utiliser ce mot intervention non médicamenteuse. Donc c'est un mot qui est très connu, mais plutôt dans le jargon, on va dire, médical et paramédical, et pas tellement dans le grand public, en effet, vous avez raison. Il est vrai que j'ai rarement entendu ce mot, je le découvre dans le livre et je comprends aussi bien que c'est votre intention de le faire rentrer dans le jargon public pour que les gens puissent presque faire la distinction entre les médecines douces et les interventions non médicamenteuses. Si je comprends bien, c'est votre intention. C'est exactement l'intention, et c'est l'intention de notre société savante, c'est de faire connaître ce mot-là, et effectivement de les standardiser, de les normaliser, et que le grand public soit au courant des pratiques qui sont fondées sur la science, et sur lesquelles, concrètement, ils peuvent les utiliser en sécurité, avec des professionnels qui ont été qualifiés et formés spécifiquement à ces pratiques. Oui. Très rapidement dans le livre, vous introduisez le mot INM. INM. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi ce mot très vite arrive dans ce livre, dans ce jargon? Qu'est-ce que ça veut dire? INM veut dire intervention non médicamenteuse. Ce concept a été établi par la Haute Autorité de Santé française en 2011. Et l'enjeu, c'est de pouvoir caractériser des protocoles qui sont soit en prévention, soit en soins, et qui vont bénéficier à la santé, à l'autonomie et à la qualité de vie. Et ce mot INM, c'est dans une perspective de les différencier d'autres pratiques non conventionnelles de soins sur lesquelles il n'y a aucun étayage scientifique. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous aimeriez que le public comprenne? Que dans les médecines douces maintenant, il faut que les personnes aillent chercher les interventions non médicamenteuses. Quelle est votre intention par rapport au grand public? L'intention par rapport au grand public de la logique de l'intervention non médicamenteuse, c'est de dire qu'il ne suffit pas d'avoir uniquement un praticien, qu'il soit professionnel de santé. Il y a 16 professionnels de santé qualifiés, un kinésithérapeute, un médecin, un préparateur en pharmacie, une sage-femme va proposer des interventions non médicamenteuses, potentiellement on va conseiller des interventions non médicamenteuses, mais associées à ces professionnels réglementairement dédiés au métier de santé, vous avez d'autres praticiens, on peut connaître les ostéopathes, on peut connaître les hypnothérapeutes, on peut connaître les enseignants en activité physique adaptée, les psychologues et d'autres métiers, on en a recensé plus de 207, et donc le métier et l'intitulé du métier ne suffit pas en fait à sécuriser la pratique de santé. Ce qu'on veut faire, c'est effectivement de dire il faut un métier, mais il faut également une pratique. Et donc le terme intervention non médicamenteuse qualifie une pratique, et en gros vous allez rencontrer un professionnel de la santé norme au code de santé publique ou hors code de santé publique, mais à côté de ça, il va pouvoir vous proposer une méthode particulière. Et donc très très concrètement, c'est pas tout d'aller voir un ostéopathe, mais c'est bien une méthode d'ostéopathie particulière par rapport à un problème de santé spécifique. Et vous voyez, vous avez une garantie, une sécurité. Vous n'allez pas avoir quelqu'un qui va créer sa méthode en même temps qu'il échange avec vous. Il a véritablement un protocole de soins à suivre sur lequel on sait que les gestes, les séances, l'enchaînement des séances et l'objectif qui se fixe est forcément cadré et étayé par la science.
Et si je comprends bien, vous voulez que le mot médecine douce finalement évolue vers l'acceptation de ce mot qui est un peu terne, intervention non médicamenteuse, mais INM, vous souhaitez vraiment que ça rentre, j'ai compris, dans l'inconscient public pour que les gens puissent distinguer entre ces deux types d'intervention et savoir que ici c'est quelque chose qui a été validé, dont, si je comprends bien, les effets, l'action a été validée par la science. Voilà, concrètement, aujourd'hui, le mot médecine douce n'amène pas un label. Et le grand public est tout à fait perdu. Et pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas, malgré mes 30 ans de recherche sur le sujet, malgré tout ce qu'on lit, d'ambition, de labellisation, de normalisation de ces pratiques. Et donc, clairement, c'est probablement le grand public qui va commencer à faire la différence et que l'idée, c'est de pouvoir afficher et que des professionnels de santé affichent le fait qu'ils travaillent à mettre en œuvre ou à conseiller des interventions non médicamenteuses. Ils emploient le terme INM, finalement RATP, RER, je ne sais même plus ce que ça veut dire, mais c'est bien quelque chose sur lequel cette abréviation dit quelque chose. Elle dit des pratiques de santé en prévention ou en soins qui sont sûres, garanties et sur lesquelles on sait qu'on va avoir finalement un service rendu pour la santé, l'autonomie et le bien vieillir.